aussi Philippe Abedodi de la Belgique également. Nous avons M. Antoine Bekobu depuis les États-Unis d'Amérique, Claudine Maté depuis les États-Unis d'Amérique également, et Timothée Do qui va nous rejoindre dans quelques instants pour prendre part à ce débat. Sans plus tarder, je vais poser ma première question à mes invités. Et cette question est d'ordre général. Qui est prêt pour la question peut la prendre. Et comme ça, je vais commencer par distribuer la parole selon ce que quelqu'un a déjà parlé ou pas. Alors, comme vous le savez, chers amis panélistes, les dernières semaines de l'actualité togolaise, surtout dans la diaspora, ont été marquées par le débat autour du HCTE au Conseil des Togolais de l'extérieur, proposé par le ministère des Affaires étrangères du Togo. Mais à l'annonce de ce projet, beaucoup de voix se sont levées dans la diaspora qui, pour condamner et rejeter l'initiative, qui pour essayer d'accorder un bénéfice du doute à cette initiative, et qui pour karma dire qu'ils affichent leur neutralité. Alors, chers panélistes, qu'est-ce qui vous amène, n'est-ce pas, à réagir de la façon dont nous savons par rapport à ce projet? Alors? Alors? C'est comme si les gens sont coupés, hein? Alors? On vous reçoit 5 sur 5. Ouais. Alors, donc, j'ai dit, hein, je voudrais avoir vos explications par rapport à la position, aux réactions que vous avez exprimées lorsque le ministre a annoncé le projet. Nous allons donner l'honneur à nos camarades des États-Unis. Bon, je vais qu'il a mal invité alors. Et merci, chers tous. Bonsoir, chers tous. Ici, c'est Claudine Maté, Togo Debout USA. Et je me suis dit, ça serait mieux qu'on désigne quelqu'un pour parler. Peut-être si Antoine Bekobu, qui est plus impliqué que nous tous ici. Oui, ne vous pressez pas. J'aurais des questions pour Antoine Bekobu. De répondre à la question, mais il ne parlait pas, je vais me permettre de... Oui. Alors, Claudine, pourquoi vous n'allez pas répondre à la question? Pourquoi vous avez pris la position que vous avez rendue publique par rapport à cette initiative? Oui, effectivement, en lisant tout ce qui a été dit par le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, les informations qu'ils ont envoyées aussi en ligne. En tant que Togolaise dans la diaspora, j'étais personnellement très frustrée par la façon dont les choses se passent et continuent de se dérouler dans notre pays, le Togo. Et aussi très déçue du fait que avant cette initiative, il n'y a pas eu de recensement des Togolais de la diaspora, comme ça a été fait dans les autres pays comme le Burkina, le Bénin, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et on a comme l'impression que le ministère des Affaires étrangères, en la personne de M. Robert Doucet, et de son directeur, comment il s'appelle, le directeur des Togolais de l'extérieur. Monsieur Akako. Monsieur Akako Kofi, depuis son bureau,
des Affaires étrangères au pays sont en train de nous imposer, à nous les Togolais de la diaspora, leur programme. Et en d'autres termes, pour parler en français terre à terre, c'est comme si ils ont acheté des chaussures de size 10 et ignorant que nous, les Togolais de la diaspora, on porte les chaussures de size 12. Et sans un recensement complet des Togolais de la diaspora, il est impossible d'imposer ce qu'ils ont fait. Moi, je pense que s'ils sont vraiment honnêtes, comme ils prétendent le dire, ils doivent d'abord commencer par un recensement intégral et inclusif de tous les Togolais. Pas des Togolais du parti RPT Unir ou des Togolais silencieux de la diaspora ou des Togolais de l'opposition qu'ils détestent à cause de leur prise de position, mais un recensement inclusif de toute la diaspora togolaise avant de commencer par ces nominations de délégués et tout. Bon, je vais m'arrêter ici pour le moment. Ça, c'est mon point 1, le recensement des Togolais et le problème de délégués qui s'est basé sur des informations, des fausses informations. Sur ce, je m'arrête pour laisser les autres parler. Merci beaucoup. Je pense que votre position clarifiée m'amène à poser directement une question à M. Antoine Bekobu, qui est consultant auprès des institutions togolaises par rapport à ce projet-là. Monsieur Antoine, vous avez écouté Claudine qui parle du recensement inclusif de toute la diaspora qui n'a pas été fait. Alors, nous avons appris dans les coulisses que c'est comme si le Haut Conseil des Togolais de la diaspora serait un moyen de recensement de la diaspora dans une perspective du droit de vote. Est-ce que vous le confirmez, M. Antoine? Merci, professeur Moussa. Et je ne sais pas quoi dire. Si, justement, avant de revenir, si c'était un moyen, si le recensement étant réclamé par la diaspora, si c'était un moyen, je crois que bon, ça veut dire qu'il fallait le prendre. Et ce que je peux dire, je ne pouvais pas répondre à la première question, comme l'avait fait remarquer ma sœur Claudine, pour la simple raison que je viens en appui au processus. Donc, les voix se sont élevées, donc c'est ceux qui se sont élevés qu'il faudra d'abord écouter. Et maintenant, s'il y a des questions ou bien s'il y a des clarifications à donner, nous pourrions le faire. Voilà pourquoi je m'étais tu et lorsque la question était posée. Et je peux dire que le Haut Conseil tel que pensé, c'est un mécanisme d'appui et un cadre qui permet ou bien qui permettra à la diaspora de se faire entendre sur pas mal de questions qui sont soulevées dans la diaspora. Donc, je peux dire que les tensions ou les propos qui sont tenus jusque-là, dès l'annonce de ce processus le 2 juillet 2019, bon, ne pouvaient surprendre personne. D'autant plus que les conditions dans lesquelles la communauté togolaise vivant à l'extérieur s'est formée, justement, sur fond de méfiance et de défiance, ont fait que, quelles que soient les initiatives, bonnes ou mauvaises, venant d'un camp ou d'un autre, seraient mal perçues. Mais je crois que l'autorité est à l'écoute pour pouvoir recenser les récriminations, les critiques, pour pouvoir les intégrer au processus. Maintenant, pour revenir à la question du recensement, je ne pense pas que le Haut Conseil tel que présenté
bon, je ne peux pas dire concours, mais tel que présenté, ce n'est pas le recensement. Il faut faire le distinguo entre le recensement général et ce que le ministère veut se donner à faire, c'est-à-dire la cartographie des potentialités de la diaspora pour une meilleure prise en compte dans le cadre du développement national. On va aller vers Philippe et puis Timothée. Ouais. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à tous nos compatriotes qui sont tombés depuis le début des événements douloureux que nous avions connus depuis le 19 août 2017 jusqu'à maintenant. Et mes pensées vont également aux blessés qui sont actuellement en train de se rétablir. Concernant votre question que vous m'aviez posée, je vais essayer d'apporter ma petite contribution par rapport à ce que je pense. Et pour moi, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est un non-événement. Ça, je ne vais pas le cacher, c'est un non-événement. C'est une sorte de folklore, de diversion, parce que ce qui nous préoccupe actuellement, nous les Togolais, ce n'est pas le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Nous avons beaucoup plus d'autres préoccupations sur lesquelles nous devons nous pencher que d'amener voilà, quelque chose comme le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour essayer d'avoir une mainmise sur la diaspora, pour essayer de contrôler la diaspora, pour essayer d'avoir des personnes sur lesquelles on pourrait influencer auprès des institutions régionales et internationales. Sur ce point, moi je trouve utopique que les autorités se disent prêtes à entendre la diaspora. Au même moment, nos collègues qui sont sur le territoire ne sont pas écoutés. Je vais donner un exemple. Actuellement, beaucoup de personnes sont emprisonnées au Togo, et ça, ce n'est pas un secret pour tout le monde. On ne pense pas à ça, mais on fait diversion, on veut attaquer quelque chose qui n'a même pas d'importance pour l'instant. Sur ce point, moi je voudrais dire que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur n'a pas encore sa place en ce moment. Nous avons beaucoup plus d'autres préoccupations sur lesquelles nous devons nous pencher au lieu de nous divertir sur ce HCTE qui, à mon avis, n'a pas de sens. Je voudrais dire ceci. Les autorités togolaises ont toujours tendance à croire que les Togolais sont des peureux, les Togolais sont des ignorants, mais je voudrais leur dire ceci. Ils n'ont qu'à savoir que les Togolais sont maintenant éveillés. Les Togolais sont éveillés. Les Togolais comprennent un peu l'enjeu sur le plan politique, et l'enjeu sur le plan économique, et l'enjeu à divers niveaux, et donc du développement de notre pays et du développement du monde entier. Il y a un intellectuel qui disait ceci: dans toute dictature, l'intellectuel, en plus d'être une menace, est en même temps un volcan endormi. Donc, c'est un message que je lance aux autorités togolaises et qui doivent essayer de trouver des réponses adéquates aux problèmes qui minent actuellement le pays, c'est-à-dire la crise togolaise. La question des détenus, et je l'ai bien martelé à l'ambassadeur, la dernière fois à l'ambassadeur du Togo en Belgique, le 24 juillet de cette année, à l'ambassade du Togo en Belgique ici, nous avions bien dit à l'ambassadeur que ce qu'ils sont en train de dire là ne nous concerne pas. Nous n'avons pas pour l'instant des idées qui sont prêtes à adopter ou à attirer ou à accepter et donc ce genre de HCTE. Ce qui nous concerne, ce qui nous préoccupe, c'est la question donc des détenus politiques. Cette question est primordiale et le gouvernement togolais doit se pencher à ce problème-là. À part ça, il y a le vote aussi de la diaspora togolaise qui nous concerne. Donc pour le moment, je m'arrête ici pour le moment. Et après, on va, évidemment. Merci beaucoup, Malik. Alors, Philippe,
Monsieur Malik a parlé de la diversion par rapport au conseil de la diaspora. Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est de la diversion que de lancer ce conseil de la diaspora des Togolais de l'extérieur? Est-ce que Philippe est là? Je suis là. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Ouais. Ouais. Ah bon? Ouais. C'est lui qui était en train de parler. Hein. Donc, Philippe, attends, Philippe. Oui. Philippe. Ok, si tu veux utiliser le audio, il faut utiliser le audio. Mais ah, d'accord. Voilà, parce que tu ne peux pas utiliser les deux à la fois. Parce que tu es en train de bon. C'est bon. C'est bon. Ok, allez-y. Alors, continuez avec la question, Philippe. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir, docteur, et aux éditrices et aux auditeurs de Tempo TV. Et merci pour la question. D'abord, j'aimerais rappeler ceci. Le ministre Doucet est en charge des Togolais de l'extérieur. Donc, ses prérogatives, ce n'est pas la diaspora qui définit ses prérogatives. Donc, le ministre Doucet s'est estimé compétent pour relancer le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. C'est son droit, c'est son plein droit. Mais ce que nous reprochons à la démarche, c'est que c'est le manque de concertation, d'abord, et deuxièmement, le manque de transparence. Vous savez, je me rappelle, il y a eu un débat la semaine dernière sur un autre plateau, et les conseils de Doucet disaient qu'ils avaient lancé ce qu'ils ont appelé la feuille de route de la diaspora. Ça a été lancé où? Au Togo. La diaspora se trouve-t-elle au Togo? Donc, moi, je me dis, lorsqu'on est malin, lorsqu'il y a du bon sens, lorsqu'on veut s'adresser à la diaspora, on fait en sorte que la diaspora soit en mesure d'entendre ce qu'on est en train de dire. Parce qu'on a senti que c'est un show que le ministre veut faire, parce qu'on a rallongé ses compétences, on a rallongé son portefeuille à la diaspora, il est en train de faire un show. Et là, on ne peut pas accepter. On pourra revenir un peu plus tard dans le débat, mais je dis que, à la limite, ils peuvent dire qu'ils n'ont pas besoin de nous concerter, bien que nous soyons les concernés du Haut Conseil, mais au moins qu'ils y mettent de la transparence. Vous savez, jusqu'à ce jour, ils ne sont même pas en mesure de nous dire qui sont ces personnes-là qui vont suivre le processus pour garantir sa transparence. Trouvez-vous ça normal? Trouvez-vous ça normal? Où est-ce que ça s'est déjà passé, ça? Vous mettez en place un processus, un vote qui doit se faire de façon électronique. Nous, on veut savoir, au niveau de la diaspora, qui sont ceux qui vont le suivre. Il y a d'autres problématiques, d'autres questionnements que je pourrais encore poser dans le courant de l'émission. Et j'en reviendrai peut-être un peu plus tard. Donc, c'est pour vous dire que nous, au niveau, en tout cas, de la diaspora togolaise de la Belgique, et à titre personnel, nous ne sommes pas d'accord parce que le processus est vicié pour n'avoir pas pris le temps de se concerter ou bien d'en parler avec les premiers concernés par le processus, c'est-à-dire la diaspora. Et deuxièmement, le manque total de contrôle conjoint sur le processus nous laisse perplexes. Nous sommes au Togo, nous savons souvent comment ça se passe, des informations entrent et d'autres sont sorties et on nous dit qu'il faut le prendre, comme ça. Donc ça, nous ne sommes pas d'accord parce qu'il y a trop de zones d'ombre sur le processus et nous le rejetons totalement. Et j'en profite pour lancer un appel à toute la diaspora qui nous écoute maintenant, que personne n'y souscrive. Et je reviendrai un peu plus tard pour vous dire les raisons pour lesquelles ils ont mis tout le paquet sur l'Afrique, parce qu'ils savent qu'en Afrique, ils peuvent bidouiller à masse. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous allons contester, nous allons le combattre jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas prendre la diaspora pour des bêtes de somme. Merci. Merci beaucoup, M. Philippe. Je vais rapidement demander à M. Timothée n'est-ce pas, de continuer, de répondre à la même question, mais au vu des réponses qui sont déjà données, est-ce que vous vous situez, parce que Malik a dit que les préoccupations des Togolais
ne se situe pas au niveau du Haut Conseil maintenant. Et pour Philippe, c'est que le manque de concertation préalable a fait qu'il n'y a pas de confiance en ce processus-là. Alors, que dites-vous? Quelles sont les raisons qui sous-tendent votre position par rapport au Conseil des Togolais de l'extérieur? Monsieur Timothée Do. Merci, professeur, et bonsoir à tous les panélistes et les auditeurs et auditrices de Tempo Afrique. Au Conseil de la diaspora, ça fait rire un peu. Et je m'en vais avec mes prédécesseurs, que vraiment ça fait rire parce que nous vivons dans un pays anormal. Le Togo est un pays anormal. Ça, tout le monde le sait. Quand on est dans un pays anormal, tout ce qu'on fait doit être aussi anormal. Et c'est normal aussi. Est-ce que vous voyez? Mais, la démarche même est vicieuse. Vous voulez nous créer quelque chose. Voilà la démarche. Hein? Vous dites que nous sommes malades. Et nous disons que nous avons les maux de ventre. Et vous nous donnez l'anivaquine. Est-ce que l'anivaquine peut traiter les maux de ventre? Non. Et nous devions rappeler à son Excellence, M. Doucet, et son équipe, que ce n'est pas ça la priorité de la diaspora pour le moment et du peuple togolais. Ce n'est pas ça. Et comment est-ce qu'ils ont concerté les mouvements de la diaspora? Est-ce qu'ils ont concerté les mouvements de la diaspora? Est-ce que nous leur avons donné OK pour dire que bon, voilà, c'est ce que nous voulons? Il ne peut pas être dans un bureau et sortir comme ça d'un jour et crier Urbi et Orbi, faire des vacarmes, des raffus pour dire qu'ils vont créer un haut conseil pour la diaspora. Non, nous disons non. Voilà l'analyse que nous faisons pour ajouter. Et quand la lutte a commencé ou a redémarré en août 2017, on a vu comment est-ce que les partis politiques se sont mobilisés, la population était mobilisée, la société civile était mobilisée, la diaspora était mobilisée. Ils se sont arrivés à un certain moment à maîtriser la population, à arrêter les manifestations de la population sur le terrain, à interdire les marches au niveau du pays. Donc, ils se sentent maintenant à l'aise, ils ont maîtrisé le pays. Maintenant, quel est le second élément qui gêne ce gouvernement? C'est la diaspora. C'est la diaspora. Eh bien, comment faire pour maîtriser aussi la diaspora? Et c'est ça qui rentre dans leur démarche. Ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent nous maîtriser au niveau de la diaspora. Eh bien, ils sont tombés dans, dans un monde mauvais, hein, parce que nous sommes au 21e siècle. Et nous, au niveau de la diaspora, nous n'allons pas croiser les bras. Nous n'allons pas accepter ça. Doucet se trompe de l'époque. Il se trompe de l'époque. Et c'est pour ces raisons-là que nous rejetons catégoriquement. Et quand ils me disent qu'ils vont faire l'installation à Lomé, regardez ça, c'est quoi ça? C'est comme on joue à la Coupe d'Europe et on se dit que la finale sera jouée au Mali ou bien la finale sera jouée au Bénin. Les Européens m'ont dit, ça c'est quoi ça? Nous sommes ici au niveau de la diaspora. Venez discuter, non? Eh bien, ils sont en train de manigancer encore leur jeu comme ils ont l'habitude de le faire. Eh bien, cette fois-ci, ils sont tombés mal. Nous n'allons pas accepter, nous n'allons pas croiser les bras et nous n'allons pas leur permettre à ce que ce projet-là aboutisse. Docteur Moussa. Merci beaucoup. Je vais rapidement retourner à M. Antoine Bekobu, le consultant qui est aujourd'hui pour nous accompagner. Deux questions me sont venues en tête par rapport aux réponses. D'une part, M. Antoine, est-ce que vous partagez l'avis des compatriotes qui disent que le fait que le gouvernement n'ait pas eu à les concerter au préalable avant le lancement de ce truc fait qu'il n'y a pas fait problème. Est-ce que vous pensez qu'ils ont un cas là-bas? Est-ce qu'ils ont un argument solide ou bien vous pensez que ce n'est pas un argument qui est amené? Alors, la deuxième question que j'ai à poser, c'est la question des délégués. Je pense que M. Philippe Amedodi a évoqué la question des délégués, surtout par rapport à la répartition. Bon, je voudrais savoir, dites à nos auditeurs, qu'est-ce qui a motivé
la répartition qu'on nous a présentée. Et donc, les deux questions, si vous pouvez nous éclairer, je pense que nos auditeurs vous seront reconnaissants. Merci. Oui, merci. D'abord, j'aimerais dire ceci. Il faudrait qu'on aborde le débat en évitant d'être dans un prisme politique. Et lorsque j'ai écouté mes compatriotes, trop vite on est allé sur le terrain politique. Et je remercie Philippe qui a pu revenir sur la question que je trouve légitime, c'est-à-dire le manque de concertation préalable pour pouvoir asseoir ce projet. Bon, pour parler de cette question, dans un premier temps, il faudra remonter qu'est-ce que la littérature en la matière dit et les options possibles de création de Haut Conseil. Et le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, tout comme les autres hauts conseils qui ont été créés, parce qu'on fait souvent allusion au Mali, au Sénégal, et au Maroc, au Burkina, ainsi de suite. Mais il faudrait savoir comment ces hauts conseils ont été créés. Il y a une première formule qui consiste la diaspora qui s'organise elle-même en fêtière et se faire reconnaître plus tard par les autorités comme une institution d'utilité publique. Donc, il y a un décret qui est pris. Pourquoi c'est comme ça? Je ne dis pas que dans la diaspora, on n'a pas des mouvements, on n'a pas des associations et autres. Mais il n'y a aucune association aujourd'hui qui pourra me dire, telle que constituée dans les pays d'adoption, sont reconnus par les autorités togolaises. Donc, cette première formule a été utilisée par les Sénégalais, les Maliens, et les Ivoiriens, les Béninois, ainsi de suite. Il y a une deuxième formule qui dit, compte tenu peut-être d'un certain nombre de problèmes, de l'inorganisation au sein de la diaspora, je ne dis pas seulement celle togolaise, mais d'autres pays que je vais citer tout à l'heure, le gouvernement prend le devant pour créer le cadre d'utilité publique par ce décret-là. Et ce cadre doit être meublé par les diasporas. C'est le cas, par exemple, du Maroc et du Burkina. Ce sont les deux cas que je connais très bien. Donc, les autorités togolaises sont dans le deuxième schéma. Mais l'un dans l'autre, il faut quand même qu'il y ait concertation. Il faut qu'on se dise, il faut qu'on se concerte et dise, bon, quelle est la formule la mieux appropriée suivant les conditions, bien justement les conditions du moment. Et dans le contexte togolais, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les conditions dans lesquelles se sont formées notre diaspora rend un peu difficile les choses. Donc, lorsque le ministère des Affaires étrangères a emprunté, je peux dire, la deuxième voie, il était effectivement prévu des missions d'écoute dans la diaspora pour pouvoir s'expliquer justement ou bien présenter la feuille de route en faveur des Togolais de l'extérieur. Le Haut Conseil, qui est un projet, c'est l'un des projets. Pour le compte de l'année 2019, il y a 3 projets. Il y a le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, il y a la cartographie des potentialités de la diaspora togolaise et puis le Forum économique de la diaspora africaine. Mais malheureusement, le ministère a été stoppé dans son élan avec les événements qui sont survenus, vous vous souvenez, en mai 2019 à Paris, où le président de la Chambre du commerce et sa délégation avaient été pris en partie. Et cela ne veut pas dire que
le ministère est fermé et n'est pas ouvert aux discussions. En témoignent justement les ambassades qui ont reçu un certain nombre de nos compatriotes, c'est-à-dire d'associations, pour pouvoir s'expliquer sur la question. Personne ne peut contester cela. Et le troisième élément qui est de taille aussi, c'est que quand nous regardons la carte diplomatique du Togo, on se rend compte qu'il y a plus de missions diplomatiques et consulaires en Occident. Donc, l'Afrique est toujours laissée sur le carreau. Et là aussi, on convient avec moi, si vous examinez justement cette carte, la carte diplomatique du Togo, vous conviendrez que les missions diplomatiques et consulaires en Afrique sont en faible nombre. Donc voilà les éléments qui ont guidé. Il n'y a pas d'a priori, en fait, en se basant sur ces éléments-là. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question. Merci beaucoup, Monsieur Bokobu, pour la clarification. Est-ce que mes invités ont des questions de suivi par rapport aux réponses que nous avons eues, par rapport aux questions que j'ai posées, s'il vous plaît? Si vous avez des zones d'ombre que vous voulez avoir clarifiées, vous pouvez poser des questions de suivi, s'il vous plaît. C'est permis. Ouais. Je voudrais juste ajouter à Monsieur le consultant que le HCTE, contrairement à ce qu'il dit, est politique. Voilà. Ok, merci. Et Monsieur Timothée? Oui, je voudrais remercier le consultant. Tout à l'heure, il venait de dire que nous avions 2 millions de Togolais à l'extérieur et que les 2 tiers se trouvent en Afrique. Je voulais savoir sur quelle base de données, sur quel recensement, à partir de quel recensement on est arrivé à trouver ce chiffre de 2 tiers qui se trouvent en Afrique. S'il peut me citer le recensement, je peux aller consulter. Merci. J'aimerais également demander, Antoine a dit tout à l'heure que d'autres pays d'Afrique ont installé un cadre. Au Togo, est-ce que ce cadre juridique existe? Au Burkina Faso, par exemple, au Bénin, il y a eu un décret présidentiel instituant ce qui leur fait fier, la fêtière de la diaspora. Au Togo, rien n'existe. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un vide juridique. Ça veut dire que si demain, Doucet n'est plus ministre des Affaires étrangères, son prédécesseur peut revenir à une autre formule. Et une autre question, une dernière question à Doucet, à monsieur Antoine. Par l'intermédiaire d'Antoine. Qu'est-ce qui va se passer? Je pose cette question-là, pratique, à supposer qu'un des candidats en lice pour devenir délégué de la diaspora conteste la façon dont les choses se sont passées, estimant que normalement il devrait être, il aurait dû être élu et délégué. Quelle voie de recours dispose ce Togolais-là? Si Antoine peut nous le dire et nous référencer là où ça se trouve, dans la description de la procédure actuellement, tous les Togolais sauront qu'il y a de la transparence dans ce qui se fait au Togo. Merci. Ok, merci. Monsieur Antoine, est-ce que vous avez bien écouté les questions? Oui, je vais essayer de répondre. Merci. Ok, merci. Peut-être que vous allez m'aider si je... Allons-y. Pour revenir à mon frère Timothée, vous savez, nous tous, nous le savons. Il n'y a jamais eu de recensement, il n'y a jamais eu de recensement des Togolais vivant à l'extérieur. Bon, ça fait un certain nombre d'années que, personnellement, je suis sur la question. Je peux vous dire que nous sommes arrivés peut-être à ce chiffre avec des triangulations. Des triangulations, parce qu'on attend, on souhaite que le recensement des Togolais de l'extérieur soit fait depuis 2010, et en passant par 2014, où on a fait les assises nationales de la diaspora togolaise. Cette question est toujours d'actualité. Mais bon, pour pouvoir travailler, on a fait des triangulations. Vous et moi, vous savez que quand on prend une famille togolaise, il y a un certain nombre de personnes membres de cette famille qui vivent à l'extérieur. C'est ce qui nous fait avancer peut-être le chiffre d'1,5 million à 2 millions. Et quand on voit aussi le volume des transferts comparé à d'autres pays, quand on voit le nombre de personnes derrière
ce volume de fonds transférés, on fait des approximations. Voilà comment nous sommes arrivés. Et je crois que c'est à cœur joie que nous tous, ce n'est pas seulement le gouvernement qui le dit, que nous sommes 1,5 million ou 2 millions de Togolais à l'extérieur. Bon, voilà. Maintenant, la deuxième question, professeur, ici, si vous pouvez me rappeler. Oui, la deuxième question, je pense que la question venait de Philippe plutôt, non? Il a cité les exemples du Burkina et du Maroc, et puis il a parlé du délégué qui ne serait pas content de l'échec parce qu'il pense que les choses ne se sont pas bien passées. Comment il va présenter son recours? Bon, pour ce qui est justement et là, je crois que je vais renvoyer les uns et les autres à la littérature, à la pratique. Je vous parle de ce que je connais. Et pour le cas du Maroc ou du Burkina, effectivement, c'est le Daïr du roi, donc le décret royal qui a créé le CCME, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Et au Burkina, c'est le décret. Bon, je peux dire tout simplement que nous sommes dans un processus. Le processus dans lequel la création du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur s'inscrit dans un processus avec plusieurs phases. Peut-être d'entrée, on n'a pas encore observé ce décret, mais peut-être dans the road, c'est-à-dire, au cours du processus, on pourra l'observer. Donc, cela ne veut pas dire que, du coup, au Burkina, on a pris le décret. Bon, ça peut être, du coup, au tout début, ça peut être lorsque, justement, le processus sera un peu affiné et qu'on est sûr de ce qui va se faire, ce décret va se prendre. Mais ce qui est sûr, il y aura le décret et puis il y aura le décret d'application qui va suivre, ou bien l'arrêté d'application qui va suivre. Bon, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, pour ce qui est du Togolais qui se sentirait lésé lors du processus, je crois que les discussions sont toujours en cours. C'est pourquoi les consultations se font. Et cette question spécifique, je pourrais la remonter auprès des autorités pour pouvoir avoir plus d'éclaircissement là-dessus. C'est un processus, comme je l'ai dit, non, mes compatriotes, ne riez pas, c'est vrai. C'est un processus. S'il y a des manquements, je crois qu'il est de notre devoir, de participer ou bien d'interjecter je peux dire, ces imperfections pour que le processus soit parfait. Voilà ce que je peux dire. OK. Oui. Est-ce que si vous pouvez me donner la parole, Claudine? Ah oui, ma soeur Claudine, autant pour moi. Alors, je vais, comment l'appelle-t-on? Je vais sauter pour vous donner la parole parce qu'il y a des gens qui lèvent les mains déjà. Mais je vous donne la parole parce que depuis là, on ne vous a plus entendu. Ouais. Allez-y. Et merci chers tous. L'explication de Antoine ne m'a pas convaincu du tout. Et la question, c'est vous répondez pas à la question. Sur quelle base on a eu ce nombre de plus de 2 millions de Togolais, les 2/3 sont en Afrique? Sur quelle base? Quelles données? Est-ce que c'est les données de la Banque mondiale, les données des Nations unies? C'est sur quelles données? Donnez-nous le nom de la plateforme ou bien du lien que le gouvernement togolais a utilisé. Et c'est basé sur ça pour repartir, par exemple, les délégués. Et puis de deux, Philippe, je crois que la question de Philippe était plus dans le sens de la légitimité de cet organe, de ce système du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, machin. Dans d'autres pays, il y a eu des décrets présidentiels ou du moins un décret ministériel venant du ministère des Affaires étrangères pour signifier de l'importance, de la légalité de ce processus. Au Togo, on n'a rien eu, c'est juste de la poudre aux yeux. Et comme l'a dit, j'étais dans un débat avec le monsieur Akako Kofi qui nous disait et il nous a fait savoir que voilà, on s'en fout de vous,
on vous a averti. Et comment on nous a averti? Il a même dit en plein débat, il a menti en plein débat que nous tous qui sommes dans ce débat étions au courant du fait que le gouvernement ou le ministère des Affaires étrangères a contacté les mouvements et associations de la diaspora. Moi, personnellement, je ne suis pas au courant et je suis sûre, et je lui ai dit, je ne pense pas que les grands mouvements de la diaspora, et Cody Togo, Togo Debout, Patriotes Togolais, SOS Togo, et Diaspora Togolaise en Allemagne, et Diastocad, et comment ça s'appelle, les Togolais de Belgique, la Suisse, personne n'est au courant. Donc, je ne sais pas par quelle magie ils ont contacté des gens de la diaspora. Et quelle diaspora? Il ne nous a pas convaincus jusqu'à la fin de ce débat. On a aussi parlé de la légitimité. Il dit non, que le HCAC est légal. Et il a voulu nous faire des cours de diplomatie. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas un décret pour nous dire que c'est légal. Parce que pour que ça soit légal, il faut un décret présidentiel ou du moins un décret ministériel. Il faut que ce régime arrête de nous prendre pour des cons. Il ne s'adresse pas à des cons. Ils ne peuvent pas s'adresser à des Togolais de la diaspora comme ils sont en train de faire au notre pays, les opprimer au pays. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont aucun regard. Et il faut que... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas interrompu. De grâce, je n'aime pas qu'on m'interrompe. Et il faut que ça soit clair. Et les gens nous demandent pourquoi on en parle. Oui, il faut qu'on en parle dans la diaspora. Il faut qu'on leur fasse comprendre que ça ne va pas passer. Et puis de 3, ils sont en train de parler de délégués. J'avais discuté avec eux la dernière fois. Pourquoi aux États-Unis, il y a 6 délégués? Pourquoi en Europe, il y a 19 délégués? Pourquoi il y a tel nombre dans un autre pays? Et ce régime, c'est ce qu'il est en train de faire. Ils sont en train de créer un database. Et je ne suis pas dans l'informatique, mais au moins j'ai 2 petits frères qui sont MBA computation. Ce régime est en train de créer un database pour les Togolais RPT unir et gonfler avec des numéros et des noms. Par exemple, quelqu'un me dit, oh Claudine, toi tu rentres à Lomé chaque 10 ans. Vous étiez rentré à Lomé, ils ont les informations sur vos passeports et sur les passeports de vos enfants qui vont ajouter, dire que voilà, ça c'est les Togolais de la diaspora et avec quelques programmeurs, ils vont changer les données pour nous dire qu'en 2020, les Togolais de la diaspora ont voté for Nyansingbe. C'est ça le programme. Dites-nous la vérité, monsieur Antoine. Si vous travaillez, vous êtes consultant avec le ministère des Affaires étrangères, dites-nous la vérité. It's OK. It's OK. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il faut appeler un chat. Et il faut que ce régime arrête de nous prendre pour des moutons. Moi, je le dis, je veux fort que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Si quelqu'un vient me dire le contraire, là, c'est faux. Et le sieur Kofi l'a démontré bel et bien, un directeur des Togolais de l'extérieur qui ne sait même pas ce qui se passe ici dans la diaspora. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Maté. Alors qu'on a des choses qui nous poussent. Ça frustre. Non, sérieusement, ça frustre. Oui, et ça frôle le ridicule, quoi. Les gens se moquent de nous, les Togolais. Les Togolais ne sont pas bêtes, mais le régime est en train de dénigrer la diaspora par cette sortie de Eti Sini. Il faut que ça soit clair. Sur ce, je vous remercie. Bon, merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes suivis partout. Je sais qu'il y a la passion dedans. Et à Tempo TV, la passion fait partie de notre émission. Mais il faudrait rapidement rappeler aussi que nous voulons nous informer aussi. Nous avons eu la chance d'avoir M. Antoine aujourd'hui avec nous, le consultant. Il est consultant, il n'est pas membre du gouvernement. Donc, normalement, j'ai compris. Le consultant est recruté. Le consultant est recruté compte tenu de ses compétences et de sa neutralité, pas compte tenu de sa loyauté à quoi que ce soit. Monsieur Akapo, que tu as évoqué, peut-être eux autres, un jour, sur Dieu le veut, je vais les amener ici, on va les écouter. Mais pour l'instant, notre consultant n'y est pour rien. Il va nous donner les informations de façon objective comme il les connaît. Et nous allons les prendre
comme on veut les prendre et nous allons continuer le débat. Je vous remercie. Alors, Monsieur Antoine, votre réaction? Bon, merci une fois encore. Et je veux que ce débat soit vraiment dépassionné. Nous sommes entre nous, Togolais, et on se connaît. Donc, il n'y a pas d'a priori dans ce qui est en train de se faire. Et je ne voudrais pas aussi que notre imagination fertile nous pousse quand même à dire certaines choses. Et je dirais qu'il est difficile de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Je crois que dans mes explications, j'ai été clair. Il n'y a jamais eu de recensement au Togo. Ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais j'ai tout à l'heure dit que sur la base des statistiques que nous avions eues, c'est-à-dire en matière de transfert de fonds, je peux dire respectivement, je crois, 227 milliards, si je ne m'abuse, en 2016, près de 240 milliards en 2017 et près de 250 milliards en 2018. Quand nous rapprochons ce volume, provenant des Togolais de l'extérieur, au volume provenant d'autres pays, là où les recensements ont été faits, nous nous approchons de ce chiffre-là. Donc, ce n'est pas triangulation pour avoir une estimation. Et je crois que jusque-là, dire qu'il y a 1,5 million, voire 2 millions de Togolais à l'extérieur n'a jamais blessé personne. Depuis que moi je suis sur cette question et que j'ai toujours donné des conférences, des communications et que j'ai toujours avancé ce chiffre et donné des éléments de preuve, voilà. Et les chiffres que je viens de vous donner, ce sont les statistiques de la Banque mondiale. Nous n'avons pas encore les statistiques de 2019. Donc, et vous conviendrez avec moi, si on dit 2/3 de Togolais à l'extérieur, quand nous savons que nous avons des frontières historiques avec le Bénin, avec le Ghana, et bon, maintenant en Afrique, il y a beaucoup de Togolais qui circulent dans la sous-région, contrairement, parce que quand je le dis souvent, les gens sont surpris, parce que quand on parle de diaspora, on a tendance à croire que c'est l'Occident. C'est faux. Pour peu seulement qu'on soit à l'extérieur du Togo, même si c'est à Plaou, ou bien, bon, je ne sais pas moi, au-delà de Ila, on dit là-bas, on est déjà dans la diaspora. Donc, c'est sur ces éléments-là que justement, je suis en train d'avancer ces chiffres. Je crois qu'on s'est compris sur cette question-là. Bon, maintenant... Oui, allez-y, Antoine, allez-y. Et les ambassades qui sont rentrées dans le jeu pour pouvoir quand même servir de relais par rapport à ce chantier, je crois que les ambassades sont les prolongements de notre pays. Et le ministère des Affaires étrangères, qui est la centrale, s'appuie sur ces ambassades pour entrer en contact avec nos compatriotes vivant à l'extérieur. Je ne dirais pas que toutes les associations ont été consultées, mais je sais que instruction a été, ou bien des instructions ont été données à ces ambassades et consulats de rentrer en contact avec les différentes associations et mouvements que nous avons dans la diaspora. Bon, peut-être certaines personnes ici pourront dire qu'ils n'ont jamais reçu l'invitation, mais d'autres également, peut-être l'ont reçu. Je ne saurais vous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais je vous dis, la main sur la conscience, ce qui s'était passé. Donc, il y a eu des instructions qui ont été données et certains de nos compatriotes responsables d'associations même m'ont appelé pour dire, ben, Antoine, tu es au courant de ce qui est en train de se passer, puisque, bon, je suis un peu comme une des références sur la question. Donc, voilà, s'il y a eu manque de communication à travers les ambassades qui sont censées être proches de nos associations et mouvements, je crois que l'autorité est à l'écoute, ou nous remonterons l'information vers l'autorité pour qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires et corriger ce travers. Bon,
autre question. Et bon, là, si je peux revenir, j'avais déjà répondu à cette question, le pourquoi il y a eu tant de délégués en Afrique, dans certains pays par rapport à d'autres. J'ai déjà répondu à la question. Et certains pays, quand nous prenons par exemple les États-Unis, où on a 3 délégués, on a 2 ambassades. On a 2 ambassades, la mission permanente au niveau de New York, et puis l'ambassade du Togo aux États-Unis qui est à Washington. Bon, je le répète, quand nous prenons par exemple, nous rentrons en Afrique, certains pays n'ont pas d'ambassade, n'ont pas de consulat. Et ce sont les présidents d'associations qui se battent. Donc, l'un des objectifs du Haut Conseil, c'est de créer un cadre pour pouvoir mieux remonter les plaidoyers de la diaspora. Donc, c'est un embryon. Je ne dis pas que, bon, c'est cousu de fil blanc, tout est bon, non. Mais c'est un embryon. Et une fois que, peut-être, bon, ça va prendre, je crois que lorsqu'on fera les recensements, puisque c'est dans l'agenda du gouvernement pour pouvoir recenser les Togolais de l'extérieur, et je crois également que, bon, ce serait un cadre pour pouvoir discuter de ces questions-là, là où la diaspora se sent lésée. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport aux différentes inquiétudes. Je crois que j'ai été à la hauteur. Bon, merci, monsieur Antoine Okobou. J'arrive. J'ai juste voulu placer un mot parce que monsieur Antoine a parlé des ambassades, peut-être qui ont eu des instructions comme quoi il faut informer les uns et les autres. Bon, le problème, c'est que, bon, nous vivons, moi aussi je vis dans la diaspora, les ambassades du Togo sont tellement politisées que de ces informations-là, ils font ça de façon sélective. Parce qu'il y a de cela 2 semaines, moi j'ai appris que l'ambassade du Togo aux États-Unis a, c'est pas, chuchoté dans les oreilles de quelques personnes désignées, comme quoi ils n'ont qu'à aller s'inscrire pour prendre part au vote des choses. Bon, curieusement, c'est lors d'une réunion qu'un des candidats est allé en train de battre une campagne en sourdine. Et les gens ont compris que quelque chose se passait autour d'eux à DC là-bas. Moi, je suis à North Carolina. Je ne parle pas de moi parce que je suis loin de là. À DC là-bas, des associations basées à DC ne savaient rien. Pourtant, les gens organisaient des réunions par rapport à ce sujet à l'ambassade. Donc, c'est pour vous dire, monsieur Antoine, en tant que consultant, moi, je voudrais que vous relayiez ce message-là au gouvernement, que c'est ce qui se passe. S'ils pensent que la diaspora est au courant et elle fait semblant, ce n'est pas vrai. Elle ne fait pas semblant. Il faut retourner aux ambassades et leur demander s'ils ont passé le message comme il le faut. J'en ai terminé. Alors venez, vos questions, oui, allez-y. Voilà, merci professeur. Bon, comme vous le savez, je n'étais pas normalement invité pour parler, voilà, pour intervenir dans ce débat. Ça m'a pris comme ça, mais bon, je suis obligé maintenant d'intervenir. J'ai une question à monsieur Antoine Okobou. Je voudrais savoir comment le directeur, si j'ai bonne mémoire, monsieur Akako, a-t-il été nommé? Est-ce que c'était par un décret ministériel? Voilà, il y a eu un appel à candidature. Comment ça s'est passé? Voilà. J'espère que c'est pas M. Antoine Okobou qui l'a nommé. Cher compatriote, parfois vous me supprenez pas. Bon, monsieur Akako. Bon, peut-être je peux prendre ce lot-là, ce collier sur la tête d'Antoine. La dernière fois, dans notre débat de samedi, monsieur Kofi Akako avait bien dit qu'il a été nommé par le ministère des Affaires étrangères parce qu'il était aussi dans la diaspora. Ok. Et, un Togolais de la diaspora, il a longtemps vécu en Europe. Et il est rentré au pays, il travaille pour son pays. Ok. Donc, enfin, avec ce niveau qu'on l'a nommé directeur, puisque je lui ai posé la question aussi, comment quelqu'un peut nous représenter alors qu'il se trouve au ministère, dans un bureau au ministère des Affaires étrangères au pays.
répéter ce que le sieur Kofi Akako avait dit dans un de nos débats qu'on a eu. Merci. Merci. OK, merci pour la clarification. Je pense que M. Antoine Bokabou a quelque chose à dire par rapport à la question. Ouais, bon, et pour faire... Bon, si les uns et les autres refusent, comment est-ce qu'on peut nommer des gens des postes de responsabilité? Pareil. Bon, en tout cas, on ne m'a pas consulté. Hein? Non, justement. Non, c'est pour pouvoir... Vous savez, non, le ministère des Affaires étrangères a des attributions. Ça, on est d'accord avec. Et il y a des fonctionnaires de l'État qui travaillent dans ces ministères-là. Il se trouve que M. Akako est un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères au regard des attributions qui sont conférées à ce ministère et justement la direction des Togolais de l'extérieur. C'est vrai que bon, dans certains pays, bon, c'est des directions générales ou bon, d'autres institutions de haut niveau pour quand même chapeauter bon, ce dossier. Et là, on voit un peu le profil de la personne en charge de ce dossier. Mais tout ce que je peux vous dire, M. Akako, c'est un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Et avant lui, il y avait eu d'autres. Il y avait eu d'autres fonctionnaires. Et donc, il est fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères qui est en charge de ce département-là. Docteur, j'ai une question Merci. Ouais. Je pense que Timothée levait aussi la main depuis là. Philippe, attendez, oui. Timothée, allez-y, et puis Philippe après. Ouais. D'accord, merci docteur, merci à notre consultant. Je ne suis pas satisfait de ma question. Je ne suis pas satisfait. Je suis très content qu'il a dit qu'on n'a jamais fait de recensement au niveau de la diaspora, des Togolais de la diaspora. Ne pensez-vous pas que c'est là où on devait commencer? Et les chiffres de 2/3 qu'on avance, que les 2/3 se trouvent en Afrique, je ne suis pas satisfait. Ça, c'est une fabrication venue en toutes pièces. Et quand nous avions appris ce chiffre-là, 2/3, nous, au niveau de notre mouvement, nous avions fait une petite enquête. On a pris un échantillon de 10 familles. De 10 familles. Et on les a demandé combien de membres dans votre famille vous avez en Afrique et combien vous avez au-delà de l'Afrique, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis, en Asie, etc. Et nous avions vu que 8% de cet échantillon de familles ont plus de membres vivant au-delà de l'Afrique. Donc ça veut dire que cette donnée-là, c'est une donnée fantaisiste. Si je prends même ma propre famille, on a au moins plus de 80% de nos membres de nos familles qui sont au niveau de la diaspora. On a au moins 80% qui sont en Europe, aux États-Unis et en Asie. C'est seulement 20% qui sont en Afrique. Mais ce n'est pas là où on nous donne ce chiffre de 2/3 qui sont en Afrique. Je ne suis pas satisfait de cette réponse. Donc, ma question de savoir ne serait mieux que de commencer par le recensement. Et là, on peut évoluer et voir ce qu'on peut faire. Merci, monsieur le consultant. Merci. Oui, c'est la première mission du Haut Conseil pour établir justement cette vérité-là. Et moi je vous dis, ça fait déjà, je ne sais pas moi, plus d'une dizaine d'années spécifiquement sur la question de la diaspora togolaise que j'y travaille. Et je peux vous dire que je n'ai jamais été contesté avec ces chiffres sur la base, parce que, bon, comme je l'ai dit, c'est des triangulations. Ça dépend de l'échantillon que vous aviez étudié. Et je vous parle des statistiques, justement, de la Banque mondiale, c'est-à-dire des officines internationales. Mais nulle part, vous nous verrez ces chiffres, mais à tort ou à raison, on se dit quand même que une forte proportion de Togolais vivraient en Afrique. Et je peux dire qu'après le Ghana, donc, vous savez, avec le Togo britannique et tout ce qui s'ensuit, le Bénin, la plus forte communauté se trouverait en Côte d'Ivoire. Donc, justement, mais quand vous prenez par exemple aujourd'hui le HCR ou l'OIM, vous ne trouverez pas cette statistique de 2 millions.
Quand vous interrogez même les ambassades ou le ministère des Affaires étrangères, on ne vous dira pas que, bon, je ne sais pas, je ne veux pas écorcher les chiffres, mais en France, on vous dira que, bon, il y a 5 000 ou bien 10 000 de Togolais vivant en France. Alors qu'en fait, on a plus que ça. Donc, les 1 500 000, 2 millions dont on parle, on peut se retrouver autour de 500 000 de Togolais vivant à l'extérieur, officiellement. Parce que c'est ce que les officiers n'ont pu documenter sur la base de faits vérifiables. Donc, voilà ce que je peux dire. On pourra débattre de cela à longueur de journée, on ne pourra pas s'entendre là-dessus. Ouais, alors, merci. Philippe, allez-y. Je pense que c'est Philippe qui voulait aussi... Oui, tout à fait. Antoine, grand merci en tout cas pour les clarifications que tu nous donnes ce soir. Je crois qu'on a déjà marqué un premier point. Et l'un, en tant qu'expert et conseiller du gouvernement, tu as pu nous dire que aucune voie de recours n'est prévue actuellement en cas dans le concept actuel. Il n'y a pas de voie de recours en cas de contestation d'un candidat ou bien d'un votant. C'est déjà une bonne chose. J'aimerais que M. Akakpo au Togo, qui est le premier responsable de la DTE, Direction des Togolais de l'extérieur, l'entende et fasse preuve d'un peu plus d'humilité. Vous savez, lorsque vous mettez en place un processus et que le processus est vicié, la moindre des choses, c'est de le reconnaître et de travailler à réparer ces vices-là. Une deuxième chose, Antoine nous a dit tout à l'heure, Antoine, au niveau de la triangulation, personne n'a jamais contesté qu'il y aurait 2 millions de Togolais à l'étranger. Ce que nous contestons, et j'aimerais que ça soit clair, c'est la clé de répartition. Entendons-nous bien, ce que nous contestons, c'est la clé de répartition. Et Timothée l'a dit tout à l'heure, la meilleure des clés de répartition aurait été des données du recensement. Vous nous dites que ça va se faire plus tard. Mais entre-temps, si le processus est vicié à la base, vous ne craignez pas que les réticences ou les méfiances vont bloquer le processus un peu plus loin? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, et Mordicus, et M. Akakpo disait la fois dernière que des instructions ont été données aux représentations diplomatiques du Togo dans le monde entier. Jusqu'à ce jour, il n'a pas été capable de nous rapporter une seule preuve, c'est-à-dire un courrier qui serait parti d'une ambassade vers la diaspora. À la limite, qu'à ça ne tienne, qui sont dans la diaspora, est-ce que quelqu'un dans la diaspora peut témoigner de cette information-là, peut confirmer qu'il a reçu, avant le lancement du processus, un courrier de l'ambassade disant qu'il y a une séance d'information sur le Haut Conseil de la diaspora. J'aimerais bien que les preuves nous soient apportées. Une autre chose, l'ambassade et M. Doucet l'a encore dit avant-hier lors d'une interview que les données de la Banque mondiale montrent que la clé de répartition respecte les flux d'argent de la diaspora vers le Togo. Est-ce qu'on peut nous envoyer, nous mettre au courant de cette donnée-là? Moi, j'ai cherché dans tous les sens, je n'ai pas trouvé. Antoine, je crois qu'en tant qu'expert, et si vous parlez à des gens qui peuvent aussi regarder des chiffres et faire leurs calculs, la moindre des choses, c'est de nous balancer pour que nous sachions que même si nous contestons cette clé de répartition, pour dire que, OK, le ministère des Affaires étrangères s'est quand même basé sur une clé qu'il n'a pas inventée lui-même, c'est-à-dire sur des données qu'il n'a pas inventées. Parce que là, nous sommes en droit de penser que ça a été inventé. Et la dernière chose, et c'est ce que j'ai eu aujourd'hui, vous savez les amis, et il faudrait qu'Antoine puisse nous répondre. Dans le processus, il est prévu que les gens répondent, c'est une consultation électronique. Savez-vous qu'au Gabon, et j'interpelle maintenant l'ambassadrice du Togo au Gabon, vous savez ce qui se passe au Gabon? Ils sont convoqués, ils ont invité récemment, la semaine dernière, certaines associations que l'ambassade s'est proche de la mouvance présidentielle. On leur a dit, écoutez-moi bien, on leur a dit,
Ce sont des responsables d'associations. On leur a dit, si vous voulez postuler pour être candidat, amenez votre dossier ou remplissez le document. OK? Maintenant, si vous voulez que des gens votent pour vous, allez sillonner Gabon, trouvez des amis, faites la photocopie de leur carte d'identité, d'un document d'identité, ramenez-leur à l'ambassade, nous allons convoyer ces données au Togo et le Togo va dépouiller et on va vous dire qui est élu parmi vous, qui est délégué ou qui n'est pas délégué. Antoine, sincèrement, je vous dis, je peux vous donner des chiffres et j'aimerais que l'ambassadrice du Togo au Gabon vienne me démentir. J'ai des noms, des gens qui étaient à cette réunion-là, à qui elle-même a donné cette instruction. Croyez-vous que c'est normal ça? Donc, lorsque nous demandons d'avoir un droit de regard sur le processus, c'est parce que nous avons des informations et c'est parce que nous avons de réelles craintes ou de réels soupçons que les choses n'ont pas été conçues pour fonctionner correctement. J'en ai terminé pour l'instant. Merci beaucoup pour cette information de taille, parce que, comme je l'ai dit, M. Gwekobu, c'est un consultant. Je ne pense pas qu'il sera informé par les ambassadeurs que, bon, et ils sont politiques, on ne peut pas les nier. Donc, ils sont dans leur devoir, ce qu'ils ont toujours fait. Mais je pense qu'en tant que consultant, M. Antoine, cette information, il faut la vérifier. C'est très important pour la crédibilité du travail que vous êtes en train de faire. Merci. Bon, je peux... Ouais. OK. Non, bon, merci beaucoup, professeur Moussa. Et merci beaucoup, Philippe, pour l'information. Je travaille justement avec les présidents d'associations des Togolais vivant en Afrique centrale. Je n'ai pas encore eu ces informations. Je sais quand même, bon, et puis, je ne sais pas comment, comme l'a présenté Philippe, recueillir les informations et puis les envoyer au Togo. Bon, je ne sais pas, bon, vraiment, bon, je tombe des nues. Mais je sais quand même que j'ai eu des séances de travail avec, il n'y a pas seulement que nos compatriotes vivant en Afrique centrale, que ce soit en Afrique de l'Ouest et puis bon, au Moyen-Orient, qui se sont constitués pour pouvoir leur donner beaucoup plus d'informations sur la question. Donc, je n'ai pas eu vent de cela, comme tel que présenté. Et aussi, j'aimerais, pour finir, bon, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de moyen de recours. Si on parcourt bien parce que je ne voudrais pas peut-être le dire d'entrée, justement que l'autorité fait polémique. Bon, le processus tel que engagé, bon, est mis en avant par l'autorité. Donc, logiquement, s'il y a des contentieux prévus dans le processus, ça doit être dirigé vers l'autorité. On est d'accord là-dessus. Maintenant, peut-être on n'est pas satisfait. C'est pour ça que je dis, bon, je pourrais quand même remonter ça vers l'autorité pour regarder de près ou bien prendre en compte pas des critiques, mais des appréhensions sur la question. Et peut-être aussi, comme on le dit, M. Akapo, il n'est pas ici, pauvre de lui. On ne fait pas son procès ici. Mais je vous dis les informations telles que je les ai en tant que consultant en appui au processus. Maintenant, les uns et les autres sont libres de penser ou bien de dire ce qu'ils veulent. Bon, mais je vous dis, comme l'a demandé ma soeur Claudine, la main sur la conscience, techniquement, et c'est ce travail qui est en train de se faire. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci. Alors, d'autres interventions, sinon j'ai d'autres questions, s'il vous plaît, vous me permettez de les poser parce qu'elles me sont très, très, très importantes aussi. Monsieur Antoine, je ne vais pas vous laisser vous reposer. Nous savons que depuis longtemps, le Togolais de la diaspora a toujours espéré pouvoir avoir son droit de vote. Et tout dernièrement, en 2017, en août, à partir d'août, cette préoccupation a figuré, c'est pas à un haut niveau, dans les revendications qui ont amené la crise sociopolitique que le Togo traverse.
Et bon, en lisant la feuille de route du ministère des Affaires étrangères par rapport à cette question de la diaspora, nulle part il n'est écrit, il n'est mentionné le droit de vote de la diaspora. Est-ce à dire que le gouvernement ne prend pas cette question, ne croit pas que cette question est importante pour être traitée? Merci. Bon, merci. Au contraire, cette question, elle ne date pas de maintenant. Elle ne date pas de maintenant. Et je me rappelle en 2010, lorsque j'ai été recruté par le PNUD déplacé auprès du gouvernement pour ces questions de la diaspora. Et cette question, je ne fais pas d'interview ou d'intervention ou de communication sans que cette question-là ne vienne. Et jusqu'à maintenant. Mais je crois qu'il y a un travail de fond à faire de part et d'autre pour comprendre ce que disent nos tests. Je ne suis pas juriste, je suis économiste de formation et spécialisé en économie et gestion du développement. Mais lorsque j'ai regardé la question de près, depuis lors, je peux dire sans embâche que le droit de vote, si je le dis maintenant, et certains même qui nous écoutent diront qu'Antoine a toujours dit ça. Le droit de vote des Togolais de l'extérieur au regard de nos tests est déjà consacré. Le droit de vote en tant que tel, c'est déjà consacré. Parce que quand on parle du droit de vote, on fait référence justement au code de la nationalité. Et que dit le code de la nationalité? Le code de la nationalité, je crois, dans son article, je ne sais pas moi, 23, tout Togolais qui acquiert la nationalité d'un autre pays perd la nationalité togolaise. Mais ceci doit être confirmé par un décret. Et c'est le cas de nos compatriotes qui vivent en Allemagne, par exemple. Vous conviendrez avec moi, bon, certains parmi nous ici qui ont acquis la nationalité du pays d'adoption, il n'y a jamais eu de décret pour que leur nationalité togolaise leur soit retirée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'implicitement, suivez-moi bien, implicitement, le Togo reconnaît la double nationalité. Implicitement. Voilà pourquoi ce code datant de 1978 doit être revu pour être conforme aux réalités du moment. Et si vous tous, vous avez bénéficié de l'exemption de visa qui avait eu lieu le 24 juillet 2014, si je ne m'abuse, et c'est sur la base de ça qu'aujourd'hui on permet aux étrangers d'origine togolaise, que nous sommes détenteurs d'un autre passeport, avec la pièce, enfin la carte d'identité, ou bien une pièce d'identité nationale togolaise, on puisse rentrer au Togo sans visa. Et plus loin, je vous dirai encore que quand vous prenez le code électoral, il est bien prévu dans le code électoral que les Togolais de l'extérieur peuvent voter dans les ambassades et consulats. Donc, ce sont des, je peux dire, des déclinaisons, même si ce n'est pas très bien clair dans la Constitution, parce qu'on parle des Togolais de l'extérieur. Togolais de l'extérieur, je suis citoyen togolais, naturalisé, américain. Quand on parle de Togolais, ça veut dire que je suis interpellé. Voilà la lecture qu'il faut faire. Et je vous dirai, quand vous consultez même les littératures, déjà depuis 2005, et dans le système des élections, vous verrez que quand on présente même la carte des pays qui ont déjà adopté le droit de vote, le Togo figure parmi ces pays-là. Donc, aujourd'hui, ce à quoi nous avons affaire, c'est l'exercice du droit de vote et de représentation des Togolais dans les institutions nationales. Et c'est pour ça que, je peux dire, la pièce manquante du puzzle, si nous prenons le Sénégal, que nous prenons le Mali et d'autres pays, le Haut Conseil est un instrument pour accompagner justement le droit de vote. Et pour finir, en mars de 2019, et ça, bon, c'est une information que je vous donne, le gouvernement togolais en mars était dans la logique d'accorder ce droit de vote. Bon, maintenant, ne me demandez pas pourquoi
Jusqu'à maintenant, bon, ce n'est pas encore arrivé. Je ne sais pas. Je suis technicien, mais je peux vous dire que déjà en mars 2019, le gouvernement était dans cette logique-là. Et en mars, justement, puisque la feuille de route dont nous faisons allusion est sortie le 1er avril. Donc, c'est pour ça que vous ne retrouvez pas dans la feuille de route cette question ou bien ce point sur le droit de vote, parce que l'anticipation a été faite comme quoi le droit de vote serait déjà donné au mois de mars. Voilà l'explication technique que je peux vous donner. Maintenant, l'explication politique, je ne sais pas. Ok, merci beaucoup Antoine pour ces clarifications. Je pense que nos auditeurs et puis même nos panélistes ici apprécient bien ces informations et cela leur permettra aussi, n'est-ce pas, d'y réfléchir et de voir les HCTE et peut-être d'un nouvel angle, si je peux le dire. Alors, il y a une autre question que je voulais poser. Docteur, ouais. Docteur, et avant que vous posiez la question, est-ce que j'aimerais juste ajouter quelque chose avant de vous laisser, parce que j'ai une autre conférence call dans quelques minutes. Tout d'abord, j'aimerais remercier notre compatriote Antoine pour tout ce qu'il est en train de faire, ses explications. Je sais qu'il n'est pas dans, il n'est pas dans une position facile, confortable pour pouvoir en discuter, surtout connaissant le régime en place. Mais moi, ce que j'aimerais juste ajouter avant de vous laisser est ceci. Et il est très important, juste là, il est très important qu'un recensement se fasse au niveau de la diaspora togolaise, avant qu'on ne commence par parler de la répartition des délégués. Ça, c'est un. De deux, il faut que cette répartition, la clé de répartition des délégués, soit basée sur des données et, d'origine crédible, afin que la diaspora puisse avoir un peu confiance à ce régime. De trois, et Robert Doucet doit être clair dans ce processus. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Que comptent-ils faire? Qu'en est-il du vote de la diaspora? Et je ne pense pas, en tant que consultant, vous êtes consultant, vous venez de le dire, je ne pense pas qu'en tant que consultant, on doit se baser sur du faux pour créer quelque chose. Sur ce, j'aimerais et je vous exhorte à faire part au ministère des Affaires étrangères de ne pas juste se baser sur le transfert de fonds vers le Togo pour répartir les délégués. Nous qui sommes dans la diaspora, qui sommes les concernés, nous préférerons qu'on tienne compte plutôt de la voix de chaque Togolais de la diaspora. Ceci pour plus d'équité, de transparence et surtout avec la diaspora togolaise en Afrique où, pour moi personnellement, le régime est en train de préparer une programmation de fraude au niveau de l'Afrique. Pour qu'il y ait plus de transparence, il faut qu'il compte plus, surtout sur la voix de chaque Togolais et non sur un transfert d'argent d'ici. Non. Soyons sérieux. Faisons les choses comme il se doit. On est en 2019. Les autres pays, même comme le Mali et le Burkina, sont en avance sur nous par rapport à cela. La diaspora est méfiante et la diaspora a le droit d'être méfiante parce que les choses se font de façon cavalière au niveau du pays. Il faut que ça change. Et s'il y a des Togolais qui veulent bien travailler avec ceux du pays pour pouvoir nous amener sur ce terrain, ils sont à féliciter. Mais il faut que les choses se fassent dans la transparence. Sur ce, moi, je vais vous laisser et bonne continuation du débat. Et Togo debout, nous irons en avant. Oui.
qu'ils le veulent ou pas, il y aura l'alternance au Togo, quel que soit le plan du diable ou le plan de ce régime, il y aura l'alternance. Merci beaucoup Togo de Bouessa, merci. Merci d'être venu. On va continuer le débat. Je pense que Claudine a fait des propositions que je trouve intéressantes et ces propositions sont faites à l'endroit du gouvernement, mais à travers M. Antoine Bekoubou qui est consultant. À ces propositions, moi je vais en ajouter d'autres parce que depuis un temps dans la diaspora, les gens ont quand même, non pas seulement rejeté le Haut Conseil, mais ils ont fait des propositions d'approche, des propositions qui pourront peut-être amener tout le monde autour d'une table. Par exemple, M. Antoine, c'est une proposition qu'on me demande de vous passer. Par exemple, les gens demandent à ce que l'on fasse tabula rasa, l'on fasse, c'est pas, remettre le compteur à zéro. Je vais utiliser le compteur à zéro parce que c'est ça que les Togolais connaissent. Donc, on remet le compteur à zéro pour maintenant former ce qu'on appelle un comité paritaire entre le gouvernement et la diaspora pour pouvoir définir, n'est-ce pas, le cadre, n'est-ce pas, de ce conseil-là, son fonctionnement et puis son mode d'opération. Bon, est-ce que vous pensez que ces propositions-là pourront être transmises au gouvernement parce que les gens disent quand même qu'il faut reprendre tout à zéro et de façon inclusive, amener tout le monde à la table de discussion pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Ça, c'est une proposition qui vient de la diaspora. Oui, allez-y. Oui, merci, professeur Moussa, pour ces propositions. Mais ce que moi, je voudrais dire, c'est que vous connaissez très mal ce régime. Vous aviez vu ce qui s'est passé depuis le 19 août 2017 jusqu'à maintenant. Il y a eu une feuille de route qui a été adoptée par un sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui n'a jamais été appliquée. Autrement dit, ce régime, quelles que soient les propositions que vous aurez beau à leur faire, ils ne feront rien. Ils ont leur agenda caché derrière ce HCTE, Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, et eux, ils vont droit jusqu'au but, et ils ne vous écouteront pas, ils feront ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, à mon avis, ces propositions ne servent à rien, parce que ces gens-là, ils savent ce qu'il faut, vous les connaissez très bien. Et donc, pour moi, voilà, ne perdez pas tout simplement votre temps sur ce point-là. Voilà. Je peux placer un mot, docteur. Merci. Oui, allez-y, monsieur Abedjedji. Ouais. Pour éclairer les auditrices et auditeurs, hein, Antoine disait tout à l'heure que le droit de vote de la diaspora, c'est pas ça la question. C'est l'exercice du droit de vote. Et sur cela, il nous a parlé du cadre légal. Mais il a peut-être même oublié un aspect. C'est-à-dire, avant de venir à la constitution togolaise, au code électoral et au code de la nationalité, qui, dans leur état actuel, reconnaissent le droit de vote à la diaspora, il aurait dû également nous parler d'un accord à laquelle le Togo est parti. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et à son article 21, tout le monde pourra bien le lire. Donc, le Togo est en infraction par rapport à un accord international qu'il a signé. Maintenant, j'aimerais aller plus loin. Savez-vous qu'au-delà du cadre légal, il y a également le cadre politique. Qu'est-ce que, Malik vient d'en parler, dans la feuille de route d'il y a moins d'un an, est-ce que vous vous rappelez que la CEDEAO a demandé, feuille de route qui a été signée par la CTP et soumise par la CEDEAO et acceptée par le Togo en juillet 2018, le Togo on demande aux autorités togolaises d'accorder le droit de vote aux Togolais. J'aimerais bien que Antoine repose la question au gouvernement togolais par l'intermédiaire du ministre Doucet de savoir qu'est-ce qu'il faut de cette recommandation de la CEDEAO. Et je peux même remonter un peu plus. La Commission Vérité, Justice, Réconciliation du mois d'avril 2012, pareil, les mêmes recommandations ont été faites au gouvernement togolais. Je peux remonter encore jusqu'en 2006, jusqu'au lendemain de l'arrivée au pouvoir de Faure, à l'APG, Accord politique global. Les mêmes recommandations ont été faites. Donc, je crois que je rejoins Malik. C'est un gouvernement têtu ou bien un gouvernement qui croit être plus malin que les autres
Ils signent des accords, et ça ne pas. Des accords sont signés, sont explicites, mais ils refusent de les appliquer, puis ils nous tournent en bourrique, ils nous proposent autre chose. Et Timothy l'a dit tout à l'heure, nous, on n'a pas mal à la tête, on a mal au ventre. Qu'on ne vienne pas nous donner un médicament qui ne répond pas au diagnostic qui a été fait, ou bien à ce que nous disons. Nous disons que ce dont nous avons besoin d'abord, c'est nos droits de vote. Leur machin de haut conseil, même si ça peut y conduire, nous savons qu'on peut nous accorder le droit de vote maintenant, ou bien en tout cas que cela soit programmé sur un calendrier, comme ça la confiance sera établie. Sans quoi, la diaspora restera dans un climat de défiance et de manque de confiance vis-à-vis de ce gouvernement. Merci. Ok, merci à M. Amédéji pour l'intervention. C'est intéressant, en tout cas, les débats sont intéressants et je pense que nous tirons vers la fin de ces débats. Il y a eu ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a eu des propositions, ça, de part et d'autre. Moi, en invitant le consultant, j'avais en idée cela, que les gens puissent faire des propositions qui vont peut-être être prises en compte par le consultant, qui jugera de leur opportunité à les transmettre au gouvernement. Si le gouvernement veut l'écouter, il est libre de ne pas écouter le consultant, tant mieux, mais est-il dit que le consultant peut-être aurait fait son travail, puisque nous n'organisons pas des débats parce que nous avons envie de débattre, non, parce que nous voulons que ces débats-là accouchent de quelque chose pour pouvoir faire avancer, n'est-ce pas, les débats autour de cette affaire. Donc, je prie vivement et que M. Antoine Gbekobou puisse, n'est-ce pas, faire écho de ces propositions-là auprès du ministère des Affaires étrangères. Et si ce ministère voulait vraiment mieux faire, peut-être qu'il va s'ouvrir pour pouvoir, n'est-ce pas, entamer ces consultations-là qui sont nécessaires, n'est-ce pas, à la réussite de ce projet. Alors, moi, je vais vous demander de donner vos mots de fin, un à un, et comme ça, je vais vous remercier avant de clore le débat. Alors, il est temps de nous formuler vos voeux et votre mot de fin par rapport à ces débats et par rapport à vis-à-vis de la diaspora togolaise. Qu'est-ce que vous avez comme mot de fin pour la diaspora par rapport à cette question des HCTE? Merci. Nous allons commencer par, je pense, Timothée Do. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Merci à notre invité, aux panélistes. On a bien échangé et nous avions compris aussi que, bon, il n'a pas, à dire, ou pas il n'a pas de pouvoir de décision. Hein, il n'est qu'un consultant et nous prenons ça en charge. Mais nous disons et réaffirmons que le Haut Conseil de la diaspora, c'est un non-lieu. Il faudrait qu'on revoie la démarche, il faudrait qu'on commence par la base. Et beaucoup de nos questions sont restées sans réponse, et parce que le consultant ne peut pas aller plus dans les détails. Je voulais formuler ma demande à travers le consultant de nous inviter, Son Excellence, Monsieur le Ministre, s'il ne peut pas venir sur ce panel, au moins que nous puissions le recevoir en conférence call aux États-Unis et en Europe pour qu'il puisse, pour la première fois dans sa vie, discuter aux Togolais, écouter les Togolais et essayer d'expliquer ce qu'il est en train de faire aux Togolais et qu'il puisse prendre aussi le point de vue des uns et des autres et prendre ça en considération. Nous connaissons bien ce régime et nous n'avions pas confiance à ce régime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne note prise. Tempo Afrique TV, en l'occurrence, la chronique de la semaine va se lancer dans la démarche pour voir s'il peut toucher le ministre pour pouvoir l'inviter à répondre à un certain nombre de questions, surtout par rapport au HCTE. Merci. Alors, M. Malik, allez-y. Oui, merci beaucoup. Merci à Tempo Afrique TV, à tous les techniciens, aux journalistes et à mes compatriotes avec qui nous sommes aujourd'hui sur le panel. Mon mot de fin, c'est que monsieur le consultant transmette mon message
à Monsieur le Président de la République, Paul Yassimbe, il n'a qu'à appliquer les recommandations donc, de la CEDEAO, la feuille de route. Et à partir de ce moment, nous serons prêts à discuter avec lui. Voilà. Donc, c'est le moment de fait. Et voilà, donc je salue tous nos compatriotes ici dans la diaspora et au pays, donc de par le monde entier. Je demande à tout le monde de garder son sang-froid, de rester déterminé. Voilà, si on ne lutte pas, on n'aura rien. Voilà, donc c'est mon mot de fin et que Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup. Monsieur Philippe Amedioji. Oui, en tout cas, grand merci encore, comme les autres l'ont dit, mes prédécesseurs, grand merci à Antoine et expert consultant qui accompagne le gouvernement dans cette mission-là. Et j'ai le même message, mais peut-être j'aimerais rappeler qu'il y a le 27 juillet dernier, une trentaine des responsables d'associations de la diaspora de par le monde ont tenu une conférence téléphonique à l'invitation de Poli Togo. Lors de cette conférence téléphonique, il a été dit donc les recommandations vis-à-vis du gouvernement togolais sur ce problème. C'est un arrêt immédiat du processus que la diaspora estime vicié, c'est-à-dire le processus de mise en place du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur doit être arrêté afin d'ouvrir des concertations que nous demandons. Mais pour ouvrir ces concertations, nous proposons au gouvernement la mise en place d'un comité paritaire diaspora-gouvernement pour s'assurer que le processus et les objectifs du Haut Conseil et son mode opératoire soient convenus de commun accord entre le gouvernement et la diaspora, c'est-à-dire les concernés, comme cela a été fait dans d'autres pays. Antoine l'a dit tout à l'heure, le gouvernement a pris l'initiative. C'est de son droit, c'est de ses prérogatives. Mais le problème qui s'est posé, c'est que le gouvernement a manqué de concerter ou bien d'avoir un dialogue constructif avec la diaspora. Et nous disons, si le processus en cours n'est pas suspendu, faire cette concertation. Donc, que M. Antoine Bekobu transmette au gouvernement togolais notre demande ferme de voir le processus en cours suspendu afin que des concertations constructives puissent être ouvertes. Merci. Merci beaucoup pour la proposition qui est claire. Alors, Monsieur Antoine, je vais d'abord vous remercier pour avoir accepté cette invitation. Je pense que ça nous a beaucoup servi et nous avons appris beaucoup par rapport à ce qui se passe au niveau du ministère des Affaires étrangères par rapport au HCTE. Alors, votre mot de fin, j'espère que vous avez pris bonne note des propositions et nous espérons qu'elles iront à bon port. Votre mot de fin, monsieur Antoine. Oui, merci Tempo Africa TV de nous avoir donné l'opportunité de s'expliquer une fois encore sur ce dossier. Et nous ne manquerons pas de remonter les doléances vers l'autorité et nous espérons que l'autorité est de tout oui, bon, pour pouvoir quand même se pencher sur ces différentes interpellations et donner satisfaction. Et pour ma part, comme je l'ai toujours dit, je suis technicien. Il y a un verset biblique qui dit, je ne me rappelle pas vraiment, mais aplanissez le chemin du Seigneur. Bon. Donc quand on aplanit... Donc nous sommes en train de préparer les instruments nécessaires lorsque le politique va décider de ce qu'il va en faire. Et je sais que, bon, vous comprenez justement ma logique. Donc, nous sommes en train de faire ce travail-là. Et nous veillerons en toute impartialité à donner le meilleur de nous pour que les uns et les autres puissent trouver satisfaction. Bon, je ne peux pas dire bras de fer, hein, mais dans ce qui est en train de faire couler beaucoup d'encre.
Le ministère, comme vous le savez, a une mission et un agenda qu'il poursuit. Et je l'ai dit tantôt, jusqu'à la fin d'année, il y a un certain nombre de projets ou bien d'initiatives à entreprendre. Moi, j'invite seulement les compatriotes togolais, chacun dans son camp, à se départir de ces ressentis que nous avons et regarder le projet et l'améliorer. Voilà ce que je peux dire, chers compatriotes, pour clôturer ce débat que j'ai trouvé très convivial et très respectueux. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Antoine. Et je vais remercier une fois encore tous nos panélistes et qui ont été à la hauteur, n'est-ce pas, de nos attentes, je vais dire, et que je pense que on saura vous le dire dès que nos téléspectateurs vont se mettre à vous envoyer des commentaires et on saura vraiment que le pari a été gagné. Et je vous remercie et revenez encore et nous serons toujours là. Et Tempo Afrique TV, c'est la télévision de la diaspora pour les Africains, par les Africains et des Africains de la diaspora. C'est votre station. À tout moment, appelez-moi et vous allez intervenir sur notre plateau. Merci beaucoup. Je remercie notre public aussi qui est toujours nombreux à travers Facebook et autres. Bien de choses chez vous et bonsoir. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Suivez Tempo Afrique TV, la télévision des Africains, pour les Africains, par les Africains. Contactez-nous tempoafrictv.com, iptv.tempoafrictv.com, téléphone 612 804 0295. Email tempoafrictv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine.